Bonjour, nous sommes au Salon de l'Agriculture. Manger est un acte banal, nous le faisons tous les jours, souvent sans même y prêter attention. Et pourtant, il n'a rien d'anodin. Manger est un acte citoyen, parfois militant. Affectés par les scandales sanitaires, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leurs aliments. Les Franciliens ont faim de circuits courts. C'est le thème de ce dimanche en politique, de la fourche à la fourchette. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Laure de Biasy, ingénieure en agronomie, chef de projet agriculture et alimentation durable à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Bonjour. En face de vous, Frédéric Frings, des vergers de Cossigny, maraîcher en Seine-et-Marne, et Jean-Marc de Frémont. Vous êtes l'un des administrateurs du réseau AMAP d'Île-de-France. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et avant d'approfondir, on va tout de suite regarder ce reportage qui nous montre deux exemples concrets de circuits courts. On part dans les Yvelines, entre Orgeval et Saint-Nom-la-Bretèche. C'est un sujet de Johan van Hove et Benjamin Poulain. À gauche, Guillaume et Louis fabriquent des biscuits. À droite, Benoît et Maximilien produisent des yaourts à la grecque. Ils ont chacun imaginé une recette 100% francilienne. Diplômés d'école de commerce, ces jeunes entrepreneurs défendent le savoir-faire local. À 30 km de Paris, ils ont choisi la proximité car ils croient au circuit court. Salut. Salut. Tu vas bien? Ouais. Tous les 2 jours, Maximilien se rend dans cette ferme. Il vient chercher du lait frais bio. De lait, en plus, il n'a pas encore été traité, donc on a toutes les saveurs et maximum de goût à l'intérieur. Convertie en bio depuis 3 ans, cette éleveuse vend son lait aujourd'hui 3 fois plus cher, 45 centimes le litre. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de savoir que mon lait va pas loin et va être transformé. Et je sais dans quoi il va. Et vous gagnez de l'argent. Je gagne mieux ma vie. En 2014, Maximilien et Louis font le pari de devenir leurs propres patrons. Ils débutent leur fabrication de yaourts dans un garage et vendent sur les marchés. Notre idée, c'était de faire du local et aussi avec des produits de qualité. Avec des confitures aussi qu'on avait choisies, donc avec un taux de sucre très faible. 5 ans plus tard, dans leur nouveau laboratoire, ils en produisent plus de 20 000 par semaine. À quelques kilomètres de là, Guillaume et Louis ont créé leur biscuiterie il y a 6 ans. Ce qui nous anime, c'est ça. C'est un bon bleu de chèvre qu'on a trouvé en local avec quelqu'un qui nous fait, je dirais presque notre recette pour nous. Voilà, et après, nous, ça nous permet de faire des choses excellentes. Ils fabriquent aujourd'hui 30 000 biscuits par jour. Celui-ci est au bleu de chèvre, acheté dans une ferme du coin. Le beurre, les œufs et la farine sont aussi locaux. Aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, on ne sait pas ce qu'on consomme. C'est vendu par une marque, c'est fabriqué par une autre entreprise, ça a été commandé par encore quelqu'un d'autre. Et nous, on avait envie d'être en lien direct avec nos consommateurs d'un côté, avec les fournisseurs qui sont des agriculteurs, des producteurs autour de chez nous. Ils distribuent leurs produits un peu partout en Île-de-France. Ils sont aujourd'hui 12 salariés pour 800 000 € de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas terminé. Le client est lui-même en rupture, donc il faut se dépêcher avec lui. Il me reste quelques cartons à faire et puis c'est bon, voilà. C'est souvent comme ça? C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps le rush. Comme les deux gourmands, les yaourts Y plaisent aux consommateurs. Maximilien livre la grande distribution et quelques collectivités. Les gens cherchent de la transparence et ils cherchent à avoir confiance de nouveau dans des marques et je pense que c'est ce qu'on véhicule comme image. C'est quoi l'objectif? De continuer comme ça, on vise notre premier million d'euros de chiffre d'affaires en 2020, on espère y arriver. 2 binômes qui ne manquent pas de partenaires. Du consommateur aux agriculteurs, tout le monde s'y retrouve. Et en Île-de-France, 800 fermes ont fait le choix de circuits courts, un peu plus d'1 sur 6, soit 16% des exploitants. C'est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Alors attention, à l'origine, circuit court ne veut pas dire proximité. On a tendance à confondre ces deux notions. Court, Laure de Biasy, c'est une question de nombre d'intermédiaires. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de circuit court, c'est basé sur un nombre d'intermédiaires. C'est 0 ou 1 intermédiaire entre le producteur et le consommateur.
Alors ça, c'est pour la définition officielle encadrée par la loi Barnier de 2009. Elle inclut la vente à distance par Internet, mais dans les faits, la majorité des circuits courts revêtent quand même une dimension locale ou au plus régionale. Alors au début de la chaîne se trouvent les agriculteurs comme vous, Frédéric Frings, 67 hectares, donc 15 de maraîchage. C'est une grande exploitation familiale à Chevry-Cossigny. Tout est bio depuis 1977 et vous avez depuis toujours une boutique de vente directe à la ferme. Votre père a été en quelque sorte pionnier. Oui, tout à fait. Il est passé pour un illuminé à son époque. Les débuts en bio de la fin des années 70, c'est vrai, n'ont pas été très faciles, mais ils avaient leur conviction avec mon grand-père qu'ils étaient dans la bonne voie, qu'ils avaient la bonne solution entre les mains, donc ils ont persisté. Il y a eu des difficultés agronomiques qu'ils ont appris à surmonter, parfois un peu tout seuls, parce que les conseils agricoles à l'époque n'étaient pas très pertinents en bio, surtout en arboriculture. Alors, votre boutique à la ferme, elle a connu les évolutions du mode de consommation. Ça n'a pas toujours marché en fait. Ça fonctionnait bien finalement avant l'apparition des grandes surfaces. Après les grandes surfaces, les consommateurs ont commencé à se diriger vers des courses où ils trouvaient beaucoup de produits différents dans le même magasin. Et les petites boutiques à la ferme qui vendaient uniquement leur production devenaient moins intéressantes pour eux. Ils n'avaient peut-être plus le temps de venir, ou peut-être plus l'envie aussi. Et à partir de quand ça a repris alors ? Je pense que ça a repris au début des années 2000 peut-être, où ça a mis un petit peu de temps à se faire. Donc mes parents ont diversifié la boutique à la ferme qui au départ vendait que les pommes et les poires de la production maison. Ils sont arrivés en achetant des produits bio à Rungis, un petit peu de fruits et légumes pour compléter l'offre. Et il y a une petite vingtaine d'années, ils ont créé une biocoop sur place, sur la ferme, pour avoir une offre plus diversifiée. J'ai une question pour vous. Circuit court, on peut inverser les mots. Ça veut dire aussi court-circuiter la case supermarché pour passer directement à la vente. Est-ce qu'il faut tourner le dos à la grande distribution ? C'est une grande question. Est-ce qu'on peut tous tourner le dos à la grande distribution ? Je ne suis pas certain. C'est quand même un système de distribution que beaucoup de consommateurs plébiscitent encore malgré tout. Je pense qu'il y a des producteurs qui sont équipés, qui ont l'envie de travailler avec la grande distribution de par les volumes qu'ils peuvent proposer, par l'impact sur des quantités de produits qu'ils peuvent comme ça prendre d'un coup. Et d'autres producteurs qui vont favoriser des circuits plus courts, sur lesquels ils vont pouvoir plus favoriser des légumes de plus grande qualité, qui vont peut-être moins supporter aussi les standards imposés par la grande distribution, que sont le stockage et la conservation des légumes sur un étalage. Avec ce choix, en tout cas, vous fixez les prix de vos produits. Alors vous, Jean-Marc Desfrémont, vous incarnez l'autre extrémité de la chaîne, les consommateurs, le réseau des AMAP d'Île-de-France, association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Chez vous, on parle même de consommateurs. Oui, c'est exact. En fait, une AMAP, c'est un ensemble de gens qui vont se partager la récolte d'un producteur. C'est ça la définition de base. Et derrière ça, il y a évidemment des valeurs de solidarité avec le producteur. C'est-à-dire que lorsque on s'engage à acheter sa production, c'est pour une année entière, ce qui lui permet de développer son activité en toute sécurité. Ça veut dire que choisir ses légumes, c'est déjà un acte militant ? Oui, je crois. Oui. C'est aussi une sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, le producteur, lorsque on va toucher à ses légumes, il sera là toutes les semaines au pied de son camion et il viendra expliquer comment les légumes ont poussé. Il y a un lien qui est beaucoup plus fort que ce qu'on peut avoir avec une distribution classique. Alors vous avez fondé une AMAP à Savigny-sur-Orge il y a 10 ans, elle s'appelle les Paniers de l'Orge. Oui. Qu'est-ce qui a présidé à cette initiative ? Pardon. Qu'est-ce qui a présidé à votre initiative ? Je pense qu'à la base, on avait envie de consommer mieux. Et on avait envie de consommer avec une relation plus directe avec ce qu'on mangeait. Donc on avait envie effectivement de savoir d'où venaient les produits, de savoir qu'ils étaient de qualité, et puis aussi une envie de soutenir les productions locales, les productions proches de chez nous. Alors vous en parliez tout à l'heure, le modèle de l'AMAP repose sur la solidarité. Vous vous engagez à payer par avance la production de l'agriculteur. Que se passe-t-il si la récolte est gâchée ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans, mais on a eu parfois des récoltes qui étaient un peu plus faibles dans certains domaines. On a absorbé la difficulté en relation avec le producteur, et ça d'ailleurs dans d'autres domaines que la simple production maraîchère.
Il arrive par exemple qu'une semaine, il y a eu un problème avec les inondations il y a 2 ans, et je vois des œufs là sur l'écran, bien il n'y avait pas eu d'œufs pendant 15 jours. On a absorbé la difficulté avec le producteur. Alors, de manière globale, on observe un retour au champ. Il n'y a qu'à voir le succès du Salon de l'agriculture où nous sommes. Lors de Biazy, un autre circuit court également populaire, ce sont les cueillettes à la ferme. Pourquoi ce besoin des citadins de remettre les mains dans la terre ? Oui, alors il y a en effet 25 cueillettes en Île-de-France. Je ne sais pas si c'est vraiment un besoin de remettre les mains dans la terre, parce que j'ai l'impression que le lien à la terre, c'est un lien qui est naturel et permanent. Mais c'est vrai qu'on note quand même un véritable besoin de réassurance, certainement face aux scandales alimentaires, face au changement climatique, face aussi aux crises sociales et économiques. Les gens ont certainement besoin de se reconnecter à la terre, à leurs racines, à eux-mêmes finalement, et de redonner du sens à leur alimentation. Alors, il n'y a pas que les AMAP ou la cueillette ou la vente à la ferme. Il existe une vingtaine de formes de circuits courts. L'une des plus récentes, ce sont ces boutiques qui se développent dans Paris. Elles proposent des fruits et légumes récoltés à moins de 50 km de Paris. Il n'y a pas d'abonnement. On compte 8 points de vente dans la capitale. Alors, celui que l'on devrait voir à l'image a ouvert il y a 1 an et demi dans le 14e arrondissement. Il ressemble à un primeur classique. Ça s'appelle Au bout du champ. Rien ne vient de Rungis. Et tout est cueilli le matin même. Regardez tous ces légumes et ces fruits fraîchement cueillis le matin même dans les champs de la région. Alors chez vous, Frédéric Frings, la moitié de la production est vendue en boutique directement à la ferme et le reste ? Oui, tout à fait. Pour le reste, on a un partenariat avec un propriétaire de magasin Biocoop qui a 6 magasins maintenant, qu'on suit depuis 6 ou 7 ans. Et on a développé au fur et à mesure notre partenariat en livrant d'abord un de ces magasins, puis un deuxième, puis en suivant l'ouverture de ces magasins suivants. C'est vrai qu'il s'est bien développé dans l'Est parisien. Et toujours avec une idée où on planifiait la production. On voyait avec lui qu'est-ce qu'il avait besoin comme produit, en plus ou en moins par rapport à l'année précédente, de nouveaux produits qu'on ne faisait peut-être pas aussi, et qui nous permettaient d'assurer que la production qu'on allait mettre en place pour la saison allait être vendue dans ces magasins. Et c'est un système... La restauration collective aussi. Oui, on a aussi créé une coopérative de producteurs où on est maintenant 50 producteurs de la région Île-de-France pour commercialiser aussi dans les magasins Biocoop et indépendants de la région, mais aussi dans la restauration collective qui a maintenant des besoins de commercialiser, de vendre une certaine quantité de produits, de distribuer une certaine quantité de produits bio dans ces restaurants. Et cette coopérative, elle permet de s'affranchir des différents intermédiaires et d'avoir une distribution beaucoup plus rapide qui garantit une certaine fraîcheur aussi finalement. On va prendre justement l'exemple des cantines. On va prendre la direction de l'Essonne avec ce reportage. Dans les 100 collèges du département, le département justement veut mettre l'accent sur le local et le bio. Près d'un tiers des établissements remplissent déjà ce cahier des charges. Frédéric Ovas et Mustapha Tafnil sont allés à Mérobert et à Crosne. Il y a 10 ans, Pierre, agriculteur, a repris la ferme céréalière de ses parents. Cap sur le maraîchage et le bio pour valoriser ses productions. L'objectif, c'est de pérenniser les marchés, de savoir à qui on vend, d'arrêter de faire de l'agriculture pour spéculer, produire, ne pas vendre ses produits, les vendre une année à prix d'or et une année les brader. Et il fait partie de la coopérative Bio d'Île-de-France, une 50aine d'agriculteurs associés pour vendre en local. Et ces légumes vont directement dans l'assiette des collégiens de l'Essonne. On mange local, on connaît plus les produits d'à côté et notre région. Et c'est Yanis, le chef, qui régale les papilles. Ça demande beaucoup plus de travail parce qu'effectivement les produits arrivent bruts, donc il y a tout ce travail de désinfection, de nettoyage, qu'on n'a pas forcément avec des produits surgelés. Mais c'est un plus de qualité. Moi je connaissais pas ce légume-là. Consommer local, des ateliers sont même organisés dans les collèges. Je pense qu'ils sont de plus en plus sensibles à ce qu'ils mangent et qu'ils ont parfois du mal à faire un lien entre un plat cuisiné et un produit brut. Et donc c'est bien de savoir que une betterave ça pousse dans la terre, comment ça pousse et comment derrière on la cuisine, quel est le trajet entre la terre et l'assiette. Encourager le maraîchage, ce n'est pas forcément dépenser plus. Sur le prix global d'une assiette, qui est autour de 7,50 €
en Essonne comme partout ailleurs, il n'y a que 2 € qui est lié aux denrées. Le reste, c'est l'énergie, le personnel, etc. Donc, ne serait-ce que mettre 10 centimes de plus dans les denrées, ça change beaucoup de choses. Et c'est supportable d'un point de vue économique. Et sur les 45 000 repas servis dans les collèges de l'Essonne, déjà un tiers d'entre eux sont cuisinés avec des produits locaux et bio. Alors, les circuits courts représentent environ 5% de la consommation française et ils sont appelés à se développer. On l'a vu avec ce reportage, les cantines doivent s'approvisionner bientôt pour moitié en produits locaux et bio. Laure de Biasy, la restauration collective, c'est 3 milliards de repas par an en France, un marché immense. C'est le salut de l'agriculture. Je ne pense pas que ce soit le salut de l'agriculture. En Ile-de-France, donc, tout ce qui est restauration collective représente 650 millions de repas. Sur les 8 milliards qui sont consommés par les franciliens. Donc finalement, c'est un levier important pour développer les filières, certes, mais ça ne représente qu'une part de l'alimentation. C'est vrai par contre que les collectivités s'emparent de plus en plus de ce levier, aussi bien le plan de la ville de Paris d'alimentation durable que la région qui lance son plan régional aussi d'alimentation s'inscrivent dans cette voie d'essayer de mettre plus de local et plus de bio dans la restauration collective, en particulier pour les cantines. Alors, de manière globale, les circuits courts, on est au-delà de l'effet de mode, c'est l'avenir de l'agriculture ? Alors, on est au-delà de l'effet de mode, oui, je pense. Maintenant, est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture ? Les formes d'agriculture sont très variées et les circuits courts ne répondront pas à toutes les demandes et ne sauveront pas non plus l'agriculture. Maintenant, c'est un bon moyen de rapprocher les producteurs, les consommateurs, de faire entendre les contraintes, les attentes de chacun et de fait de préserver, de valoriser notre agriculture. Alors justement, Frédéric Frings, qu'est-ce que vous produisez dans votre ferme? Quand nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit, sans les circuits courts, j'aurais pas autant de variétés de légumes. Combien de variétés de légumes vous avez sur la ferme? Je pense qu'on doit cultiver une centaine de variétés de fruits et légumes différents, en comptant pas mal de variétés de tomates, de poivrons, d'aubergines, de concombres différents. Enfin, ça représente une grande diversité qui permet, que l'on peut faire, parce que dans une vente à la ferme, les gens ont envie d'essayer des nouveaux produits, ont envie d'essayer des tomates de couleurs différentes ou des melons qui ont un autre aspect aussi, par exemple. Mais pourquoi les circuits courts vous permettent-ils cette variété? Parce que le fait de supprimer les intermédiaires permet de vendre au consommateur à un prix qui soit malgré tout intéressant pour lui, mais bien plus rémunérateur pour l'agriculteur. Parce que quand on parlait du nombre d'intermédiaires, un circuit court, c'est un intermédiaire. Si on commence à avoir 2 ou 3 intermédiaires, chacun va avoir besoin d'une partie du prix du produit pour vivre. Donc cette marge plus importante que l'on peut faire sur nos produits nous permet de faire beaucoup de choses sans forcément optimiser au maximum tous les travaux qu'on fait sur ces légumes. Alors justement sur le prix, Jean-Marc de Frémont, acheter avec peu d'intermédiaires en circuit court, est-ce que ça garantit de meilleurs prix ou est-ce que c'est plus cher? C'est pas nécessairement plus cher, contrairement à ce qu'on pense souvent. Par contre, c'est pas nécessairement moins cher non plus. Effectivement, le gain, il est dans la diversité de ce qu'on nous propose. On nous propose en hiver des variétés de légumes très importantes, tout en n'étant pas des légumes hors saison. Donc le gros intérêt, c'est pas nécessairement le prix, mais les AMAP essayent de rester à un prix socialement acceptable. Mais est-ce que c'est une garantie de qualité? Oui, je crois. Oui, ça me paraît tout à fait net. Laure de Biasy, en un mot, pas forcément. Garantie de qualité, j'ai envie de dire que les produits venant de plus près et quand on garde un regard sur ces produits, parce qu'on connaît le producteur ou sinon il n'y a qu'un intermédiaire, donc c'est un lien très court, forcément il y a potentiellement plus de traçabilité, plus de fraîcheur, donc potentiellement aussi plus de goût. Il y a une enquête que vient de sortir le Crédoc cette semaine sur justement la façon de s'alimenter des franciliens, et dans les motivations à manger local, le goût et la qualité arrivent en argument numéro 1. Alors, sur les circuits courts, on ne va pas non plus dresser un tableau idyllique. Hein. Il n'y a pas que du positif. C'est aussi un autre investissement pour les producteurs. Ça exige d'être polyvalent. Est-ce que vous estimez que vous cumulez plusieurs métiers? Oui, c'est vrai que les circuits courts et le fait de rencontrer les consommateurs, pour ajouter sur la qualité des produits, je pense que quand on rencontre les consommateurs et que les consommateurs nous disent s'ils ont apprécié ou pas les produits, ça permet aussi d'évoluer dans nos pratiques et dans les variétés qu'on peut choisir éventuellement, pour faire en sorte que les consommateurs apprécient la qualité de nos produits. Donc je pense que le circuit court pousse à la qualité malgré tout. Et
Mais ça fait appel à d'autres connaissances, d'autres compétences et des moyens différents. Il faut Oui. avoir la logistique, il faut... De rencontrer le consommateur, on a une petite part de commercial aussi qui doit se réveiller en nous pour leur... Tout agriculteur n'est pas un commerçant dans l'âme. Non, mais tout le monde n'est pas commerçant. Les agriculteurs font aussi, ne dérogent pas à la règle. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément possible pour tous, mais c'est une autre part avec de la communication, avec de la pédagogie, avec un petit peu de commerce. C'est un métier finalement un peu à part entière qu'on doit aussi développer et qu'on doit apprécier si on veut pouvoir continuer ces circuits courts. Alors on va continuer à sortir des images d'Épinal. En AMAP et en ruche, Jean-Marc Desfrémont, j'ai été surprise, moi, en faisant les recherches pour cette émission. Un producteur sur 2 n'est pas francilien. Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement? Vous parlez des AMAP Île-de-France? Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui se situent un petit peu au-delà de la ceinture propre de l'Île-de-France, notamment dans le Loiret, simplement parce que les terres agricoles sont de plus en plus rares. Donc il est difficile de trouver des producteurs pour les AMAP, de trouver en particulier des maraîchers, mais aussi pour la production de fruits, de fromage. Ça devient de plus en plus difficile de trouver, sachant que le nombre d'AMAP augmente d'année en année. Mais il faut bien s'éloigner un petit peu, on est obligé effectivement de s'éloigner jusqu'à 100 km. Alors on le voit, on est encore loin de l'autonomie. L'Île-de-France compte 5000 exploitations agricoles pour nourrir 12 millions d'habitants, soit une exploitation pour 2360 personnes. Alors un petit peu partout dans la région, des efforts sont faits. À Paris, il existe par exemple une volonté de mettre l'accent sur l'agriculture urbaine. Anne Hidalgo, on a fait un cheval de bataille, elle l'a répété, c'était ici même en début de semaine. Regarde. Nous avons installé à Paris une vingtaine d'agriculteurs. On a des agriculteurs sur les toits, dans des jardins. On est devenu aussi une ville qui a ouvert des brasseries, qui cultive du houblon. Et donc c'est une ville qui vraiment s'est engagée dans cette agriculture urbaine. On ne sera pas autosuffisant, c'est clair. Mais en tous les cas, il y a une production qui d'ailleurs est acheminée ensuite localement dans les quartiers où cette production se fait et on va avancer. Alors l'agriculture dans Paris, Laure de Biasi, c'est un gadget ou pas? Je ne parlerai quand même pas de gadget. C'est vrai qu'en termes de quantité, par rapport aux enjeux alimentaires, ça ne représente pas grand-chose. Même si toutes les surfaces potentiellement cultivables l'étaient à Paris, d'après justement les plans de la mairie de Paris, ça ne représenterait qu'à peine 3% des besoins en légumes, et seulement en légumes. Par contre, ce qui est intéressant dans cette agriculture urbaine, c'est que ça permet aussi un mieux vivre ensemble, une végétalisation, l'aspect biodiversité, rétention des eaux. L'aspect environnemental. Exactement, social et environnemental. Plus que l'aspect alimentaire au final. Plus que l'aspect production alimentaire, même si l'agriculture urbaine se développe en effet, ça reste tout petit par rapport évidemment à nos besoins. Mais même finalement, l'ensemble de l'agriculture d'Île-de-France ne suffirait pas à répondre aux besoins des franciliens. C'est ce qu'on a dit. Anne Hidalgo, elle s'est aussi prononcée pour une ceinture maraîchère autour de Paris. Jean-Marc Desfrémont, c'est anecdotique ou ça vous paraît réaliste? D'avoir l'autosuffisance alimentaire sur l'Île-de-France, ça paraît un but assez difficile à atteindre. Cependant, il y a aussi un autre aspect de la présence de l'installation de maraîchers ou de cultivateurs à Paris intramuros, c'est un aspect pédagogique. C'est l'éducation à l'alimentation aussi, et ça, c'est un vrai enjeu. Donc, bien sûr, ça paraît anecdotique de faire pousser du houblon ou des choses comme ça, mais il y a un enjeu important de permettre en fait aux gens de savoir ce que c'est qu'une salade, ce que c'est qu'un fraisier, pourquoi il ne faut pas nécessairement acheter des fraises qui sont poussées sans terre. Alors, les circuits courts, l'AMAP dont vous faites partie, ça permet de rétablir un lien entre les consommateurs et les agriculteurs. C'est ça qui est important? Oui, je pense que ce lien est très important, oui, en effet. Vous, Frédéric Frings, vous aviez eu une AMAP jusqu'à il y a quelques jours, je crois, et vous avez décidé d'abandonner. C'est intéressant, ça. Pourquoi? C'est une grande question. Il y a plusieurs éléments qui sont entrés en jeu. Il y a un élément, c'est vrai que moi je m'implique beaucoup dans le développement de l'agriculture bio dans la région à travers la coopérative bio pour vendre aux restaurations collectives. Et le fait de passer beaucoup de temps à travailler sur ce sujet-là, ça laisse peut-être un petit peu moins de temps à travailler sur la map. Il y avait aussi... Vous me parliez de la perte de lien quand même, que Ouais. les consommateurs étaient plus pressés, ne prenaient moins le temps de vous parler qu'au début, quand vous aviez créé la map.
Oui, il y a un changement de mentalité. Il y a une petite partie de ça aussi. C'est vrai qu'on faisait la map pour le lien qu'on avait avec le consommateur, un lien particulier où c'est vrai que les gens s'engagent sur 1 an à acheter notre production avant même qu'elle soit semée ou plantée. Et c'est un engagement fort avec des discussions très intéressantes qu'on avait sur l'autonomie alimentaire, sur ce qu'on pouvait manger ou pas dans les saisons. Et les gens peut-être devenaient un peu trop pressés, prenaient plus le temps d'avoir ces discussions-là. Et résultat, ils ont pris l'habitude de commander sur Internet. Excusez-moi ? Ils ont pris l'habitude de commander sur Internet. Non, c'était une boutade. C'est peut-être un petit peu ça aussi. On a besoin que tout arrive vite. On n'a plus forcément le temps de passer, à consacrer à faire ce genre de choses, ce travail associatif qu'on faisait entre les Amapiens et nous. Et ce temps qui passe trop vite. Alors, j'aimerais qu'on prenne maintenant un peu de hauteur avant de conclure. Le bassin parisien, ce sont les terres les plus fertiles de France, d'où l'installation des villes pour pouvoir nourrir les populations. Les circuits courts rapprochent les consommateurs des producteurs, mais si on va sur un autre terrain plus philosophique, est-ce qu'ils contribuent, lors de Biazy, à renouer le lien entre la ville et la campagne ? Oui, en fait, l'histoire entre la ville et l'agriculture, c'est une histoire d'amour et de désamour. Les villes se sont en effet implantées dans les endroits les plus fertiles. Et l'Île-de-France, c'est parmi les terres les plus fertiles du monde. Et donc, après s'être petit à petit déconnectés, aujourd'hui, ils se regardent à nouveau et ils se rapprochent. Et je pense que c'est très important pour soutenir l'agriculture francilienne. Merci beaucoup. C'est la fin de ce dimanche en politique au Salon de l'Agriculture. Le grand rendez-vous du monde rural s'achève ce soir. Merci à vous trois de nous avoir expliqué pourquoi manger local est un enjeu de société. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre journal régional. Très bon dimanche.